Les matins de France Culture. Astrid de Vilaine. Le mal-être des jeunes a explosé pendant la pandémie de Covid-19. Comment protéger les enfants des effets des réseaux sociaux sur leur santé mentale? Comment les sensibiliser ainsi que leurs parents? Et peut-on vraiment les responsabiliser, ces réseaux sociaux? Voilà les questions que nous allons poser ce matin à nos trois invités. Bonjour Grégoire Borst. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de psychologie et de neurosciences de l'enfant et de l'adolescent. Vous vous décrivez parfois comme un observateur du cerveau adolescent et ce sera très utile dans cette émission. Et je cite votre dernier livre, coécrit avec Anne Cordier et Nadia Dame, Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes? On en parlera juste en face de vous. Laure Boutron-Marmion, bonjour. Bonjour, merci. Merci à vous d'être l'avocate au barreau de Paris, fondatrice d'Algos Victima et porteuse d'un recours en justice contre TikTok. Vous nous direz pourquoi vous menez ce combat. Et puis Sarah Asmadja, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, psychiatre hospitalière, chef de service hospitalo-universitaire à Sainte-Anne, directrice médicale de la Fondation Pierre de Nicker. Sainte-Anne, un hôpital psychiatrique à Paris. Alors vous avez sans doute vu tous les trois cette enquête d'Amnesty International qui est sortie cette semaine, mardi précisément, qui révèle, selon l'ONG, que l'algorithme de TikTok recommande massivement des contenus dangereux pour les adolescents français. Ils ont créé des faux comptes d'adolescents et en essayant de regarder des contenus sur la santé mentale, ils se sont aperçus que très vite, en 20 minutes, on était saturé de vidéos sur le sujet et parfois même de contenus avec du suicide. Question pour tous les trois, j'imagine que vous n'êtes pas surpris par ces conclusions? Non, c'est effectivement ce qu'on observe de façon assez régulière. C'est pas faute de leur avoir fait remonter le problème. Elles sont souvent signalées, d'ailleurs, ces vidéos. Et pour autant, on voit bien qu'il y a une inaction claire de TikTok par rapport à ça. Enfin, c'est vrai de TikTok, mais c'est vrai aussi des autres réseaux sociaux qui prennent en fait pas leurs responsabilités par rapport à ce type de contenus, qui sont des contenus qui ont effectivement, c'est la grosse problématique des réseaux sociaux, au-delà de la surexposition qui peut tout dire et rien dire, c'est réellement l'exposition à du contenu non approprié pour un âge donné. Laure Boutron-Marmion, avocate au barreau de Paris, c'est pour cela que vous avez initié cette action en justice pour les familles? Oui, évidemment que ce rapport d'Amnesty International vient allonger la longue liste des expertises qui ont été faites ces dernières années sur le sujet et qui montrent toute la même chose. C'est que la force de l'algorithme fait que mathématiquement, ces contenus-là, c'est pas quelques contenus, c'est légion. Mais pourquoi? Parce que c'est la plate logique, si vous voulez, de la dynamique algorithmique qui fait que ces contenus-là étant d'abord nombreux, et dans la mesure où ils vont attirer l'attention du jeune, eh bien évidemment qu'à un moment, la plateforme, son intérêt, c'est d'attiser cette attention. C'est une logique de marché qu'appliquent ces entreprises-là, et donc c'est la raison pour laquelle ces contenus-là vont être beaucoup plus poussés que les autres. La question qui se pose après, c'est effectivement quels sont les effets pour ces jeunes, et moi aujourd'hui, les constatations de terrain ont été telles que je n'ai pas pu faire autrement qu'envisager un recours judiciaire eu égard à des foyers au bord de l'implosion et des familles endeuillées à cause de ce sujet-là. Sarah Asmadja, est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, vous, à l'hôpital? Et je donne quelques chiffres pour compléter notre conversation. TikTok est arrivé en France en 2018 et on compte plus de 20 millions d'utilisateurs en France. Est-ce que, depuis cette époque-là, vous avez vu un changement des nouveaux patients et une forme de lien qu'on pourrait faire entre ces contenus, ces plateformes et les patients dont vous vous occupez? Alors c'est tout à fait intéressant, vous parlez de 2018, mais ça correspond en fait à l'explosion des troubles psychiques chez les jeunes. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des jeunes qui disent avoir souffert de troubles psychiques au cours des 12 derniers mois. Et c'est ce qu'on constate sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a, moi je suis dans un service qui gère de l'adulte, mais du jeune à partir de 15 ans et 3 mois, et on a une explosion des hospitalisations, des consultations de ces jeunes depuis l'après-Covid, je dirais. Grégoire Borst, est-ce qu'on peut faire ce lien-là scientifiquement pour l'instant? Non, on ne peut pas faire ce lien-là, c'est toute la difficulté. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi aux mots qu'on utilise, c'est-à-dire que explosion dans les foyers, des choses comme ça.
ça crée finalement un caractère extrêmement anxiogène à cette conversation. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème pour une certaine sous-partie de la population adolescente, et c'est très clair. C'est-à-dire qu'on a des adolescents qui vont pas bien. Ça commence largement avant 2018, l'augmentation des symptômes dans la population adolescente et des difficultés psychologiques. Donc, il y a des études d'ailleurs qui montrent qu'il n'y a pas de lien systématique entre l'augmentation de l'utilisation des technologies et les symptômes dépressifs, par exemple, présentés par les adolescents. C'est des facteurs multifactoriel, ou en tout cas c'est un environnement multifactoriel qui va générer ça. Ceci étant dit, ça absout pas la responsabilité des plateformes. Il faut être très clair, je ne suis pas en train de donner un blanc-seing à TikTok en disant allez-y, montrez n'importe quoi à n'importe qui. Mais quand vous dites l'attention des jeunes, oui, l'attention de certains jeunes. Il y a plein de jeunes qui, quand ils regardent TikTok, vous le savez très bien, l'ARCOM d'ailleurs le dit dans la dernière enquête qu'ils ont faite avec Ipsos, ils montrent que les jeunes en fait ont des stratégies d'évitement de ce type de vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent plus rapidement ce type de contenu, sauf quand ils ont des difficultés psychologiques. Et dans ces cas-là, effectivement, ils sont attirés par ce type de contenu. Donc c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre cette complexité du phénomène, en comprenant qu'on a des vulnérabilités dans une partie de la population adolescente, et que en fait, ça devrait être ça qui devrait nous réunir. C'est-à-dire comment on identifie très tôt les adolescents qui sont à risque, finalement, d'utiliser de façon excessive les réseaux sociaux, et qui donc, de ce fait-là, peuvent présenter une amplification de symptômes et de difficultés psychologiques. Laure Boutron-Marmion, avocate au barreau de Paris, qu'est-ce que vous observez, vous, dans les familles que vous défendez contre cette plateforme TikTok ? Oui, je vous remercie pour cette question, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, je ne suis qu'un observateur judiciaire, et donc avec ma casquette d'avocate, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai, par exemple, une jeune fille qui s'est suicidée après 7 mois d'utilisation de TikTok, et qui n'avait absolument aucune prédisposition psychologique ou fragilité psychiatrique. Et c'est ce que le dossier montre. C'est bien sûr les juges qui devront avoir à juger de cette affaire-là, comme de tant d'autres que je leur porte à leur connaissance. Mais moi, j'avoue que je suis plus nuancée sur ce qui vient d'être dit. Après, là où je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, une fois qu'on a fait les constats, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces constats ? Et effectivement, ce qu'il y a de très clair, c'est que pareil, une étude récente de l'Institut Montaigne a bien dit que c'est un quart des 15-29 ans qui se déclarent aujourd'hui en dépression. Et donc, c'est quelle société on veut pour les 10 ou 15 ans à venir, et donc dans quelle mesure on peut responsabiliser ces plateformes, parce qu'effectivement, elles ont un rôle à jouer. Vous, Grégoire Borst, vous diriez en fait que ça aggrave potentiellement un mal-être qui serait déjà là, ces plateformes. Et peut-être, vous qui observez les cerveaux, que se passe-t-il quand l'algorithme, ces vidéos qui se mettent en marche toutes seules, que se passe-t-il dans le cerveau d'un adolescent, et j'allais dire aussi des adultes, hein, parce qu'on est presque tous concernés aussi. La réponse, c'est qu'on n'en sait absolument rien. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter que le temps scientifique n'est pas le temps du débat, je dirais, contradictoire sur ces questions. Et qu'aujourd'hui, quand vous regardez des grandes bases de données, parce qu'en fait, l'IRM, il faut être très clair, c'est une technique absolument fabuleuse, mais pour avoir des données un peu fiables en IRM, et ça, il faut en faire pour le savoir, il faut des très grandes bases de données, parce que le signal est très artefacté. Donc quand on vous sort une étude avec 30 personnes et qu'on vous dit « Oh, regardez, c'est terrible comme ça affecte le cerveau », elle vaut rien, cette étude. Donc il faut une base de données type Adolescent Brain and Cognitive Development. C'est plus de 10 000 adolescents qui sont suivis de façon longitudinale. Vous pouvez traduire ? Pardon. C'est une base de données qui est sur le développement cérébral et cognitif de l'adolescent, qui suit des adolescents de 8 ans jusqu'à 25 ans. Donc on les suit avant qu'ils rentrent dans l'adolescence, puisqu'on sait que c'est à ce moment-là qu'on a des facteurs de risque et d'émergence de certaines psychopathologies. Et ce que montre un certain nombre de ces études, c'est qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de détecter des effets systématiques de l'exposition aux écrans, parce qu'on n'arrive pas non plus, on parle de TikTok, mais en fait, on n'est pas capable aujourd'hui d'isoler spécifiquement l'effet TikTok sur le développement cérébral. Donc on regarde l'effet plateforme ou l'effet écran, et aujourd'hui, force est de constater, quand on fait bien les études, on ne trouve pas d'effet, et on ne trouve pas d'effet systématique, par exemple, avec des symptômes d'internalisation ou d'externalisation, mais je pense qu'on a une spécialiste autour de la table qui expliquera ça beaucoup mieux que moi. Oui, Sarah Smadja, en tant que psychiatre hospitalière, comment vous observez cette spirale algorithmique que certains d'ailleurs appellent, vous devez connaître tous les trois cette expression en anglais, toujours rabbit hole effect, le terrier du lapin, le fait qu'on soit toujours dans la même boucle. Et surtout, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a aussi une exposition qui serait genrée au contenu dangereux entre les filles et les garçons ?
Alors, vous parlez du rabbit hole effect. Effectivement, c'est l'effet trou de lapin. Ça fait référence, en fait, à Alice au Pays des Merveilles qui tombe dans le trou et qui s'extrait du réel et qui ne peut plus en sortir. Et c'est ce qui se passe avec ces algorithmes où on voit bien, hein, nous, en tant qu'adultes, comment on peut être parfois absorbé par un écran, à scroller, en pensant scroller quelques minutes et en fait se retrouver 2 heures plus tard et n'avoir rien fait. Et chez les adolescents, sur un cerveau immature, c'est quand même très difficile pour eux de faire face. Alors, je reviens quand même sur les chiffres parce que l'explosion dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même 2017-2022, c'est les chiffres du DREES, hein, c'est pas moi qui dis ça toute seule dans le service, c'est quand même plus de 40%, les multiplications x2 du risque de passage à l'acte suicidaire. Au cours des 2 dernières années, plus de 40% d'arrivées de jeunes femmes après des passages à l'acte auto-agressifs. Et ce que vous qualifiez d'internalisation, externalisation, peut-être pour expliquer les choses, les filles, parce que c'est genré, les filles sont plus sensibles à ces contenus parce que elles vont diriger l'agressivité contre elles, contrairement aux garçons qui vont être dans la violence externalisée. Et elles vont être très sensibles, c'est multifactoriel, hein, à l'environnement du quotidien, à ce qu'on entend sur le plan géopolitique, écologique, et donc avoir cette boucle négative qui va pouvoir se renforcer au gré des algorithmes. On entend aussi parler d'un autre effet qui s'appelle l'effet Werther. Werther, sur le mimétisme suicidaire. Désolée, il est tôt, mais je pense que c'est important d'en dire un mot. Ça veut dire qu'en voyant des vidéos qui parlent de tentatives de suicide, on peut avoir des idées noires. Oui, tout à fait. Docteur. Alors, les journalistes sont formés à cet effet. Hein. L'effet Werther, quand ils parlent de suicide, c'est les souffrances du jeune Werther. C'est Goethe. Il y a eu, à la sortie de son livre, un grand succès et une vague de suicides dans l'Europe, parce qu'il y a eu une sorte de contagion du désespoir de ces souffrances qui se retrouvent finalement dans ces réseaux sociaux et ces algorithmes dans lesquels sont plongés les adolescents. Maître, qu'attendez-vous de ces premiers procès, j'allais dire TikTok, hein, pour les qualifier presque un peu trop journalistiquement. Et bien sûr, on parlera en deuxième partie, après le journal de 8 heures, des solutions. Est-ce que vraiment on peut faire quelque chose au niveau européen, au niveau législatif? Il y a eu énormément, vous avez commencé à en parler, de rapports, de commissions au Parlement. Et François Saltiel, qui est notre producteur spécialiste de ces sujets, nous rejoindra. Oui, très rapidement, d'abord, je voudrais dire qu'on est sur un sujet extraordinairement nouveau, parce que le développement digital, ça a globalement 10 ans, c'est-à-dire l'hyperdigitalisation de nos interactions sociales, ça a moins de 10 ans même presque. Donc évidemment qu'on est tous à la traîne. Par contre, le judiciaire s'est assez vite réveillé, notamment en Amérique. Et on va avoir déjà quelques procès qui vont sortir de terre avant la fin de l'année aux États-Unis, des procès contre Meta, sur ces sujets-là, justement, précisément, c'est-à-dire la dégradation de l'état de santé d'un utilisateur face à l'application. Donc, une des applications de Meta. Donc, ça nous donnera déjà... Meta, c'est Facebook, voilà, ça nous donnera déjà quelques idées et quelques précédents jurisprudentiels. Quant à moi, ma procédure suit son cours et pareil, en 2026, on aura également une audience sur le sujet. Donc on va avancer. Et la loi, je ne doute pas que le législateur se mettra lui aussi au cran d'arrêt. Grégoire Borst. Non, peut-être rappeler 2 choses. Enfin, je suis entièrement d'accord avec les chiffres de l'adresse. Je rappelle juste qu'entre 2017 et 2022, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelque chose qui s'est appelé le Covid. Et que, je veux dire, l'isolation sociale pour un adolescent, c'est largement pire que ce qui peut se passer sur un réseau social. Donc je dis juste qu'il faut qu'on fasse attention. D'une part, l'augmentation, vous le savez, elle date d'avant 2017, donc d'avant l'entrée massive des réseaux sociaux dans les foyers, et elle s'est accentuée avec le Covid. Encore une fois, j'absous absolument pas le rôle des plateformes. Il y a un vrai problème. Le mimétisme, le fait d'être exposé effectivement à des actes d'automutilation, à une espèce de... D'ailleurs, c'est bien le problème du jeune Werther, c'est que c'est une espèce de romantisation du suicide. Et ça, c'est vraiment problématique. Et là-dessus, on est tous d'accord là-dessus. Il y a un problème de contenu. Et en fait, je vais spoiler peut-être des choses qu'on va dire tout à l'heure. Allons-y. En fait, le vrai problème, c'est qu'il faut arrêter d'appeler ça des plateformes, c'est des médias. Et à partir du moment où c'est des médias, on peut les réguler de façon beaucoup plus efficace parce qu'ils sont responsables de leur contenu. Mais qui n'ont pas encore les mêmes règles. Ben non, parce qu'on dit que c'est des plateformes. Donc ils disent, nous, on n'est pas responsable d'un point de vue éditorial du contenu.
Sarah Smadja, d'un mot. Pour vous répondre, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est multifactoriel, hein. Je ne suis pas du tout en train d'incriminer spécifiquement les réseaux. Et vous nous direz tous les trois, j'espère, s'il faut ou pas les interdire, ces réseaux sociaux aux jeunes, et surtout si on peut le faire. Vous voulez dire un petit mot juste avant le journal de 8h, Maître ? On y reviendra, mais c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est la sacro-sainte distinction aujourd'hui qui a encore de belles heures devant elle entre éditeurs de contenu et hébergeurs de contenu. Et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, toutes ces plateformes se réfugient derrière cette idée qui consisterait à dire qu'ils ne sont qu'hébergeurs de contenu dans la mesure où ils sont un vecteur circulant du contenu des autres et donc ils ne peuvent être tenus responsables du contenu publié. Sauf que ça ne tient plus autant aujourd'hui des applications telles qu'on les connaît qui véritablement éditorialisent le contenu puisque l'algorithme va favoriser un contenu plutôt qu'un autre. Voilà. Il y a peut-être une évolution, et on en parlera juste après le journal. Laure Boutron-Marmion, avocate au barreau de Paris, c'est que ces plateformes désormais devront répondre parce que parfois, pendant toutes ces années, depuis l'émergence de ces plateformes, de ces réseaux, elles ont été bien silencieuses. Elles ont été complètement silencieuses, mais parce qu'on n'a pas pensé à les mettre à la table des responsabilités aussi. Donc à un moment, il faut quand même penser. Et je ne sais pas si vous avez une idée du chiffre d'affaires mondial de TikTok ou de Meta. Allez-y. C'est 85 milliards pour TikTok, en tout cas sur les derniers chiffres qu'on peut avoir publiés, mais qui datent d'il y a 2-3 ans, donc je ne doute pas que c'est plus aujourd'hui. Et c'est 164 milliards pour Meta. C'est 41% le marché de la minorité, c'est-à-dire les mineurs connectés, puisque c'est un demi-milliard de mineurs connectés dans le monde. Donc vous imaginez bien qu'ils ne vont pas s'asseoir sur ce tas d'or aussi facilement, et tant qu'on n'aura pas un corpus législatif suffisamment solide pour les contraindre, ils ne le feront pas. Et on va continuer à en parler avec vous, Laure Boutron-Marmion, Grégoire Borst, Sarah Smadja, psychiatre hospitalière à Sainte-Anne. Et vous serez rejoint par François Saltiel, producteur ici de la Fabrique de l'Information et d'un monde connecté dans les matins. Il est 8h sur France Culture. Très bon réveil. Les matins de France Culture jusqu'à 9h. Astrid de Vilaine. Il y a pourtant eu la commission parlementaire sur les écrans en 2024, puis la commission d'enquête sur TikTok en 2025, et le problème persiste. Comment éduquer nos enfants à l'utilisation des écrans? Et peut-on responsabiliser ces plateformes? Nous sommes toujours en compagnie de Grégoire Borst. Merci Bonjour. d'être resté avec nous, professeur de psychologie et de neurosciences de l'enfant et de l'adolescent. Je cite votre ouvrage collectif qui vient de paraître chez Ouzbek et Rika. Robert Laffont, une nouvelle très jolie d'ailleurs collection, les nouvelles lettres persanes, avec Anne Cordier et Nadia Dam. Laure Boutron-Marmion, merci d'être restée. Merci. Également avocate au barreau de Paris, fondatrice d'Algos Victima, porteuse du recours en justice contre TikTok. Sarah Smadja, psychiatre hospitalière, chef de service hospitalo-universitaire à Sainte-Anne à Paris, directrice médicale de la fondation Pierre Deniker. Et nous a rejoint, et je l'en remercie, François Saltiel, producteur ici à Radio France, Un Monde Connecté tous les matins juste avant 9h, et la Fabrique de l'Information tous les vendredis. Vous êtes un spécialiste de ces sujets. Et donc je m'adresse à tous les quatre. Vous pouvez être un peu long, mais pas trop. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes? Et surtout, peut-on? François, vous venez de nous rejoindre. C'est une grande question. On va essayer de faire court. Est-ce que déjà on peut le faire? Il y a des dispositifs technologiques qui sont un peu problématiques dans le cas de la vérification d'identité. On va avoir un cas pratique avec l'Australie qui a voté cette interdiction des réseaux sociaux. La loi a été votée il y a 1 an. Elle rentre en application en novembre. On pourra donc le savoir. Après, techniquement, il y a quand même un modèle qui a été proposé qui pourrait respecter la libre circulation des individus. La vraie question, c'est est-ce que ce sera efficace? Est-ce que si on arrive à interdire ces réseaux sociaux, certains utilisateurs n'iront pas peut-être ailleurs dans d'autres réseaux sociaux qui sont encore moins surveillés? Si on se place du côté des parents, je pense que c'est important pour les parents, parce que nous, on a rencontré beaucoup de parents dans le cadre du livre. Oui, que j'ai oublié de citer, je le fais tout de suite, pardonnez-moi, François, Faire la paix avec nos écrans, coécrit avec Virginie Sassoon chez Flammarion. Et là, on a rencontré beaucoup de parents, et les parents nous disent on est confronté soit à la casquette de gendarme ou de dealer, soit on doit dealer du temps d'écran, soit on devient des gendarmes, et pour eux, avoir une interdiction
peut-être même de l'ordre du symbole des réseaux sociaux, ça leur permettrait de dire, tu vois, je ne suis pas le seul ou la seule à te dire que ces réseaux sociaux sont compliqués. L'État, les politiques publiques en tiennent compte, donc ça serait une forme d'aide. Maintenant, et pour finir, je crois qu'une logique d'interdiction n'aurait pas de sens si elle ne s'accompagne pas d'une politique d'éducation aux médias très forte, parce que interdire, c'est une solution court-termiste. Maintenant, il faut éduquer les utilisateurs aux dangers, aux risques et aussi, évidemment, aux bienfaits des écrans. Et pour cela, interdire sans éduquer, c'est caduc. Laure Boutron-Marmion, avocate. Oui, écoutez, j'abonde totalement avec ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a un constat clair à faire. Le fonds de commerce de toutes ces entreprises, ça a été l'ignorance pendant 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, on a besoin de quoi ? On a besoin simplement d'avoir une population conscientisée des sujets. Donc l'idée, c'est pas de jeter à la poubelle totalement tous les bénéfices de ces outils numériques. Par contre, moi j'ai un constat clair à faire, mais un constat de terrain, c'est que en deçà d'un certain âge, on ne va avoir que les effets négatifs de l'outil. Alors, faut-il interdire les réseaux sociaux ou pas ? Oui, si j'ai à relayer la parole des parents, je dirais que oui, mais ce ne sera qu'un cap pour la parentalité. Ça, effectivement, évidemment, ça ne sera qu'une loi de principe. Nos ados, s'ils ont envie de se connecter, ils se connecteront avec la connexion et l'identifiant du copain d'un tel. Très bien. Mais par contre, ça enverra un message qui consistera à dire les réseaux sociaux, c'est pas que ludique, c'est pas anodin non plus quand on les utilise, et donc il faut effectivement accompagner ça d'une véritable éducation. Par contre, attention à ce que ce ne soit pas un blanc-seing donné aux plateformes, c'est-à-dire ça y est, on a fait quelque chose, nous législateurs, on a porté la loi d'interdiction, maintenant merci, au revoir, vous devez être contents les parents puisqu'on a fait ça, voyez. Donc il faudra pas s'en contenter. Grégoire Borst, votre avis là-dessus ? La responsabilité, est-ce qu'elle incombe aux plateformes, aux parents ? Ou à l'école ou à tout le monde. Bon, je pense qu'il y a un consensus qui est en train de se dégager. On est tous d'accord sur le fait que ça peut être un outil. Moi, je pense que c'est un outil quand même sur lequel il faut qu'on y réfléchisse réellement. C'est pas complètement anodin d'interdire quelque chose à des adolescents. On sait que ça va pas forcément fonctionner pour les toxiques. Il y a un certain nombre de toxiques qui sont interdits, l'alcool, le cannabis. Pour autant, il y a de la consommation qui s'opère. Alors certes, sans doute à des degrés moindres que ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, mais c'est pas tout à fait les mêmes effets non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus fantasmer l'effet nocif, par exemple, d'un toxique comme l'alcool et le cannabis sur le cerveau en développement et ce que produit un réseau social. La deuxième chose, c'est qu'attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire on ne va pas interdire les réseaux sociaux. On veut interdire certains réseaux sociaux. C'est-à-dire que le problème, c'est Meta, le problème, c'est TikTok, le problème, c'est ce type de réseaux sociaux qui ont derrière, enfin, je ne sais pas, si demain vous me expliquez qu'on interdit Mastodon, je pense que ça va quand même être problématique, parce que pourquoi on les interdirait, sous quel motif ? Donc je pense qu'il faut qu'on cible l'interdiction, si interdiction il y a. J'ai juste repris la question de votre ouvrage. Non, j'entends bien, j'ai introduit la complexité. J'ai introduit de la complexité, parce que c'est en soi pas les réseaux sociaux qui sont mauvais, c'est ces modèles de réseaux sociaux qui posent problème. Je rappelle aussi que la difficulté qu'on va avoir, et en termes d'éducation, c'est comment on explique aux ados qu'il faut qu'ils sortent collectivement des réseaux sociaux. Pourquoi aujourd'hui ils ne sortent pas des réseaux sociaux quand ils ont des difficultés par rapport aux réseaux sociaux ? Parce qu'en fait, le cerveau adolescent a une particularité, c'est qu'il ne supporte pas l'exclusion sociale. Alors, c'est vrai aussi pour notre cerveau d'adulte, mais pour les ados, c'est encore pire. Et donc, l'idée d'avoir finalement un dispositif individuel de sortie des réseaux, c'est impossible. Il faut que ce soit une démarche collective. Donc peut-être que cette interdiction, elle pourrait finalement envoyer un signal de cette idée qu'il faut collectivement sortir de ces réseaux sociaux. Je rappelle juste, et ça c'est quand même quelque chose sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse, que le pire en ce moment, c'est ce qui se passe sur WhatsApp, par exemple, et sur des chaînes qui poussent de l'information sur lesquelles on n'a strictement aucun contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur WhatsApp ? En gros, WhatsApp ? vous avez des chaînes auxquelles vous pouvez vous abonner sur WhatsApp et qui poussent du contenu sur lequel on n'a strictement aucun contrôle. Donc, moi, je veux bien, mais il faut qu'on fasse bien attention à ça, qu'on va couper ce canal de communication, donc ils vont aller se réfugier sur d'autres canaux de communication, et le risque, c'est que ça produise finalement plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Et encore une fois, au cœur de toute cette démarche, on va avoir une nouvelle loi, il y en a plein des lois, dont des lois qui ne sont pas mises en place. Je rappelle que le degré d'application de la loi sur la majorité numérique n'est toujours pas sorti, et que probablement la loi va être retoquée, parce qu'en fait, elle a été écrite n'importe comment. Donc on est quand même dans une situation, on va rajouter un millefeuille au millefeuille législatif, et donc qu'est-ce qu'on pense derrière ? Quel type d'éducation aux médias on veut et quel type d'éducation à la parentalité. Je rappelle que dans le rapport écran, qui est sorti il y a maintenant plus d'1 an et demi, il y avait une disposition qui était
penser en France un vrai parcours de parentalité. Ça n'a toujours pas été repris. Une vraie éducation aux médias, ça n'a toujours pas été repris et on n'est que sur la question de l'interdiction. Donc je dis, la question éducative, elle est centrale dans cette problématique. Sarah Smadja, psychiatre, chef de service à Sainte-Anne. Alors, interdire, évidemment, chez les ados, c'est quand même très contre-productif, je pense. On est tous d'accord là-dessus. Je soulignerais peut-être, dans un monde idéal, ce serait la réorientation de l'algorithme. C'est-à-dire que nous, à la Fondation, on fait des campagnes d'information, des campagnes de déstigmatisation, on parle du suicide, mais il y a toujours un message à la fin qui réoriente vers le soin, vers la consultation s'il y a des symptômes qui apparaissent. Et donc, il faut aider à éduquer les parents, parce qu'il y a quand même des effets positifs de ces échanges chez les jeunes qui peuvent enfin parler de leur souffrance. Et j'aimerais peut-être avec vous d'ailleurs François Saltiel qu'on aborde ce concept de pluralisme algorithmique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut y arriver, c'est-à-dire proposer, demander, imposer à ces plateformes de, si j'ai bien compris vous allez me dire, ne pas avoir qu'un seul algorithme mais avoir le choix. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que le postulat, c'est qu'on ne peut plus rien attendre d'elles, déjà. Je pense qu'on ne peut plus rien attendre des plateformes en termes d'autorégulation. C'est-à-dire qu'elles nous ont promis 1001 promesses. Les effets toxiques sont documentés. Vous en avez largement parlé en première partie. Ils le savent et pour autant, ils continuent à les mettre en place. Donc, on ne peut plus rien attendre des plateformes. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'arriver effectivement à leur imposer quelques dispositifs techniques qui permettraient de rendre en fait l'écosystème un peu plus sain. Ce que vous évoquez, ça serait de pouvoir permettre à cet algorithme de créer de la sérendipicité, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte que vous ne soyez pas uniquement confronté à ce que vous suivez pour éviter cette boucle et cette bulle informationnelle. Vous en avez aussi parlé en première partie. Autre possibilité, c'est arriver à mettre en place l'interopérabilité, c'est-à-dire que quand vous quittez un réseau social pour un autre, puisque dans cette interdiction sont tout de même ciblés les réseaux sociaux qui sont dits non éthiques, c'est-à-dire globalement la plupart des réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui. Or, le réseau social, on pourrait tout à fait l'imaginer beaucoup plus sain, c'est-à-dire pas avec des logiques algorithmiques, pas avec des logiques de boucles d'enfermement. Il y a quelques réseaux sociaux qui sont moins toxiques que d'autres. Vous citiez Mastodonte, mais il y a aussi Bluesky. Le problème, c'est pourquoi on ne va pas là-bas. C'est parce qu'on va pas là-bas parce qu'il y a personne. Et donc, il faudrait créer un effet de mouvement pour éviter l'effet réseau. Et pour ça, l'interopérabilité, ça serait, pour prendre une image très simple, un peu comme, vous savez, vos numéros de téléphone. À une époque, vous aviez un numéro de téléphone qui était assigné à un opérateur téléphonique. Et puis après, il y a une loi qui vous avait permis de changer d'opérateur téléphonique tout en gardant votre numéro. Là, ça serait la même chose. Gardez votre communauté, votre capital social, vos amis, et passer d'un réseau social toxique à un réseau social plus sain. Mais cela, encore faut-il qu'on l'impose finalement aux plateformes, parce que c'est tout sauf dans leur intérêt. Oui, il y a des aspects négatifs à cette technologie, bien sûr. Une fraction infime de la population est vraiment accro. Et vous dites que tout le monde est accro. Les gens vont vous croire et se dire « Je suis accro, qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas ma faute, c'est la technologie qui est addictive. » Mais c'est une partie infime de la population et ils ont un problème de santé mentale. Et toute l'histoire, c'est qu'1% de la population a un profil psy pour l'addiction. Les gens sont accros à toutes sortes de choses. Et des fois, c'est trop de jeux vidéo, trop d'alcool et parfois trop d'Internet. Mais ce n'est pas tout le monde. Je crois qu'il y a une catégorie de gens qui doivent être protégés, qui ne devraient pas avoir accès à certaines choses. Je ne laisserai pas ma fille de 9 ans aller au casino et jouer au blackjack. Je ne la laisserai pas aller au bar et boire un gin tonic. Je ne laisserai pas mon enfant regarder la télé pendant des heures. Toute exposition aux écrans non surveillés est dangereuse. On vient d'entendre l'auteur du best-seller Hooked, comment créer un produit qui ancre des habitudes, Nir Eyal. Je vous voyais les uns et les autres ne pas être d'accord, les uns acquiescer, les autres non. On a déjà un peu fait ce débat en première partie, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans ces propositions que nous proposent les députés, tous les commissions écrans à laquelle d'ailleurs vous avez participé, vous Grégoire Borst. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement ? Parce que c'est vrai que le sentiment qu'on peut avoir, c'est que les rapports s'empilent. Il y a eu cette proposition peut-être d'un référendum. J'aimerais que vous nous donniez aussi vos avis. On sent que le débat, il a besoin aussi d'être porté. Mais dans les faits, à quoi on peut espérer ? Dans les faits, il faut effectivement avoir, à mon avis, cette double objectif. Le premier, c'est de responsabiliser les plateformes. Alors certes, elles ne font pas ce qu'elles devraient faire, mais il y a quand même au niveau européen quelque chose qui s'appelle le Digital Services Act, qui quand même renverse un peu
je dirais, la charge de la preuve. C'est-à-dire que on commence à dire aux plateformes, en fait, il faut que vous démontriez que vous n'avez pas d'effets potentiellement négatifs sur la santé mentale des individus. Je pense que c'est quand même un renversement important. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quand on essaye d'accéder aux données des plateformes, ils l'envoient sous un format tel que, en fait, c'est pas exploitable. Et pour autant, on a besoin de ces données parce que c'est un outil formidable, justement, pour démontrer la nocivité potentielle de ces plateformes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je le redis, tant qu'on n'a pas des outils, et c'est quand même quelque chose qu'on demande depuis longtemps, des outils de vérification de l'âge, on va se retrouver dans le même problème. Ça sera interdit, mais vous aurez des utilisateurs de moins de 15 ans sur ces réseaux. Et puis, la dernière chose, c'est, et après 15 ans, c'est quoi? C'est open bar? Non, je veux dire, en fait, c'est ça aussi la problématique, c'est entre 15 et 18, je rappelle qu'un cerveau reste un cerveau adolescent jusqu'à 20-25 ans, avec des vulnérabilités qui sont globalement relativement similaires. Donc, on a une problématique là, c'est que si on n'anticipe pas, c'est-à-dire que quand ils vont arriver à 15 ans sur les réseaux, ils vont se retrouver avec des difficultés qui vont être relativement similaires. Donc, il faut anticiper et donc éduquer. Laure Boutron-Marmion, est-ce que le DSA dont vous parliez, Grégoire Borst, le Digital Services Act en 2024 pris par l'Union européenne, suffit pour protéger les jeunes? Et j'aimerais que vous nous disiez un mot aussi du recours que vous avez déposé devant l'ARCOM. Qu'est-ce que vous en attendez? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais essayer d'avoir une pensée aussi brève que constructive. D'abord, moi, je pense qu'on ne pourra pas faire sans les plateformes. Effectivement, aujourd'hui, c'est 2% de leur chiffre d'affaires qu'ils consacrent à la modération, donc c'est-à-dire une goutte d'eau. Pour autant, effectivement, je ne crois qu'à l'étau, parce que l'histoire a donné raison à cette politique et cette dynamique de responsabilisation. Plus on va responsabiliser les hébergeurs de contenu, plus il y aura un cercle vertueux. Et donc, effectivement, le DSA est, à mon sens, une première pierre, une pierre intéressante, mais il ne faudra pas s'en contenter non plus, parce que, si vous voulez, ça a été déjà un gros tour de force que de passer, évidemment, cette réglementation, puisqu'on sait à quel point les lobbies sont puissants à Bruxelles. Mais pour autant, c'est effectivement se dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir sanctions et grosses sanctions significatives financièrement parlant, lorsque les contenus manifestement illicites n'ont pas été supprimés, dont acte. Mais à mon sens, c'est le début du travail. Sauf que, si vous voulez, je pense qu'il faut quand même avoir un constat assez positif, c'est qu'on avance. On est sur un sujet extraordinairement pionnier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, à partir de là, le législateur, il se met en rang pour essayer de travailler, mais sur une dynamique tout à fait récente et avec des constats tout à fait récents posés depuis, 3-4 ans. Moi, je me souviens de mes premières prises de parole où, j'avais les yeux écarquillés des journalistes, je devais même expliquer ce que c'était qu'un algorithme ou un modérateur de contenu. Donc, évidemment qu'il faut continuer à avancer et dynamiter point par point cette tendance qui consiste à dire qu'ils sont hébergeurs de contenu. Ils ne le sont plus. Ils éditorialisent le contenu et ils proposent ce qu'on appelle un produit digital. Donc, ils doivent être responsables des effets défectueux de ce produit. Et c'est cette dynamique-là qui doit être engagée par Bruxelles. Pour terminer, sur mon recours judiciaire, je ne me suis même pas embarrassée, si vous voulez, de cette dynamique-là. Moi, j'ai porté en justice l'affaire de plusieurs familles dont il y a une tendance générale, si vous voulez, qui en ressort. Mais pour autant, c'est l'histoire tragique de plusieurs familles. 11 familles, je crois. Voilà, dont j'ai porté à la connaissance des juges. Et l'état de santé et la dégradation progressive de l'état de santé du jeune par rapport à ce qu'il a vu. Et donc, j'ai rapporté les preuves aussi de ce qu'il a pu voir ou de ce qu'il a pu diffuser et qui n'a pas été modéré. Point. Donc, on va avancer aussi par des initiatives comme ça. Je sais que j'ai des confrères en Allemagne, en Espagne, en Italie. Ils sont tous à réfléchir aussi à ça. François Saltiel. Oui, juste, effectivement, le DSA, le DMA, donc ces règlements européens qui sont entrés en vigueur sont des éléments importants. Après, vous le savez, le temps législatif, il est toujours en retard par rapport au temps technologique. Donc, évidemment, on met sur le marché des outils dont on ne sait pas très bien, d'ailleurs, quelles en sont les conséquences. C'est une nouvelle fois pas du tout le souci de ces acteurs, puisque ce qui leur incombe en premier lieu, c'est la rentabilité. Ils ont finalement assez
peu de considération pour la santé de leurs utilisateurs. Les réglementations arrivent, elles prennent du temps, les procédures prennent des mois, parfois des années, les effets continuent, et ensuite il y a un bras de fer, et ce bras de fer, il est en ce moment plutôt défavorable par rapport à l'Europe, puisqu'on a une volonté quand même américaine, on l'a pas rappelé, mais il y a quand même une hégémonie américaine à part TikTok sur tous ces réseaux sociaux, avec un président bien accompagné par un technopouvoir qui cherche à promouvoir une forme de dérégulation, donc qui s'inscrit à l'opposé de ce que l'Europe tente de faire. Quant à la Chine, il y a aussi un combat de leur côté avec TikTok. Donc finalement, l'Europe a des règlements, a des procédures qui prennent du temps, et pendant ce temps-là, ça continue. Et je terminerai juste là-dessus. On est tellement en retard que là, on est en train de s'intéresser finalement aux réseaux sociaux, c'est-à-dire des technologies qui ont à peu près 20 ans. Il y a une autre technologie qui arrive, qui sont l'intelligence artificielle générative, avec des agents conversationnels, qui entraînent également des effets d'emprise. Je pense que Grégoire Borst le sait, avec des effets qui sont, à mon sens, encore plus négatifs dans la fusion que peuvent avoir les utilisateurs avec ces outils-là, des outils qu'on comprend encore moins, c'est-à-dire que voilà, l'intelligence artificielle, on en parle tous les jours, mais qui comprend vraiment comment ça marche? Pas grand monde. Et on commence seulement à s'intéresser aux effets des IA. Vous voulez, on n'a même pas résolu techniquement la question des réseaux sociaux, que les IA génératifs sont là. Donc je veux déprimer personne, mais mais tout ça pour dire que finalement on ne peut s'en sortir que en essayant de faire de la vulgarisation, de l'éducation et d'essayer à faire comprendre en fait aux utilisateurs comme aux autres comment on arrive à naviguer dans un monde qui est ce monde des technologies par certains égards inquiétants. Et nous-mêmes on est très en retard vraisemblablement dans ce débat. Sarah Smadja, vous qui êtes chef de service à Sainte-Anne, psychiatre, de quoi avez-vous besoin pour ne plus voir ces jeunes dans vos services? Vaste question. Non, mais sur ce sujet beaucoup précis d'argent pour la psychiatrie. Sur ce C'est sujet ça le message. précis des réseaux sociaux et même de l'IA, c'est vrai qu'on en a peu parlé. Heureusement que François Saltiel nous a rejoints. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous voyez émerger? Alors, oui, on le voit émerger, évidemment, mais je tiens quand même à souligner l'effet positif aussi, parce qu'il y a une formidable créativité qui est permise par l'IA, par ces réseaux qu'on voit chez nos jeunes, et ça, on en est très content. Évidemment, il y a cette proportion qui tombe dans le trou du lapin dont on a parlé tout à l'heure, et peut-être que ce qui pourrait nous aider, alors évidemment de l'argent pour les soins en santé mentale, mais heureusement, c'est l'année 2025 qui en parle le plus. Et surtout, peut-être aider quand même à l'éducation parentale. Je pense que c'est ça le principal ressort qui me semble important. D'un mot, Grégoire Borst. Non, et une dernière chose, c'est qu'en fait, il y a aussi la question de ce qui se passe en dehors de ces réseaux sociaux. Et ça, on le disait bien dans le rapport écran. Il y a une question fondamentale de quelles alternatives on donne aux jeunes par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire comment on fait pour que ces jeunes fassent autre chose que les réseaux sociaux. Et donc on a un besoin sociétal d'investir de façon considérable sur les alternatives aux réseaux sociaux et de changer aussi les représentations qu'on a de la jeunesse. Parce que je rappelle que si vous êtes en groupe de jeunes, c'est passible pénalement d'être considéré comme un rassemblement qui serait de nature à troubler l'ordre public. On nous explique que quand les jeunes se rassemblent, globalement, c'est extrêmement dangereux pour la société. Il faut qu'on change aussi notre rapport à la jeunesse et qu'on leur propose des alternatives aux réseaux sociaux. Et ça commence par les laisser, par exemple, se déplacer dans l'espace public. Moi, je suis absolument, extrêmement anxieux par une société dans laquelle les enfants, par exemple, ne se déplacent plus dans l'espace public. C'est-à-dire, c'est 300 mètres autour du domicile. Le rayon d'action d'un enfant aujourd'hui, c'était 3 à 6 kilomètres il y a 20 ans. C'est délirant. D'un mot, Laure Boutron-Marmion. Oui, un mot rapide. Je rappellerai cette phrase, à mon sens, très éclairante de la députée Miller, qui était rapporteure de la commission parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok, et qui disait que l'adolescence est l'angle mort des politiques publiques de la jeunesse. Et c'est très vrai. Effectivement, il faut penser aux alternatives, il faut penser à comment ils peuvent avoir d'autres interactions sociales que celles sur les réseaux. Et l'autre mot que j'irais, c'est qu'évidemment qu'il faut agir avant la vague de l'IA. Ça, j'abonde évidemment en ce sens. Mais à mon sens, la clé, c'est la conscientisation de toute la société et de la parentalité sur comment aborder les outils numériques. Et une fois que les gens auront conscience, or aujourd'hui, ils ignorent pour la plupart ces effets-là, on aura déjà avancé.
Eh bien, merci à tous les quatre. C'est déjà la fin de ce débat, de cette conversation, d'être venu. Grégoire Borst, professeur de psychologie et de neurosciences de l'enfant et de l'adolescent. Votre livre « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ?» dirigé par Serge Tisseron, publié par Uzbek Erika et Robert Laffont. C'est un ouvrage collectif. Laure Boutron-Marmion, avocate au barreau de Paris, fondatrice d'Algos Victima, porteuse du recours en justice contre TikTok. On suivra ça. Sarah Asmadja, merci à vous d'avoir été là ce matin. Psychiatre hospitalière, chef de service à Sainte-Anne, directrice médicale de la Fondation Pierre de Nicker. Et merci à vous, François Saltiel, qui restait avec nous pour votre monde connecté. Je cite votre dernier livre, coécrit avec Virginie Sassoon, Faire la paix avec nos écrans, chez Flammarion.